Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain. Je suis vraiment honoré de vous retrouver pour une nouvelle émission, une émission spéciale parce qu'on a une personnalité importante d'une association de SOS Racisme. C'est Manuel. Comment tu vas, Manuel? Ça va très bien, merci. Merci à toi. Et heureux de te retrouver. On va concentrer cette émission sur toi. Tu vas nous parler de l'association, des actions, comment ça se passe SOS Racisme. Donc encore merci encore à toi d'être parmi nous. Juste à côté, donc on a l'invité mystère, c'est Hachem Soud. Comment tu vas, Hachem Soud? Oui, merci encore une fois, donc Thomas. Merci donc à mes copanélistes et surtout à l'invité. Je trouve que c'est un honneur donc d'avoir accepté notre invitation pour juste faire une sorte de débrief, si on n'a pas encore assez de connaissances sur ce que c'est que SOS Racisme d'hier et d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Thibaut Obo, le président africain du monde. Comment tu vas, Thibaut? Oui, je vais très très bien. Merci Thomas, heureux de te retrouver. Et puis heureux de retrouver notre grand invité de ce soir, Manuel Varela. Je pense que nous allons avoir un échange très sympathique et il va nous apporter beaucoup d'informations. Parfait. Et dernière personne invitée ce soir, on est beaucoup, c'est Aton, notre pharaon de l'émission. Ouais, exactement. Ouais, c'est toujours un honneur sur l'Égypte, donc on leur dit toujours un Kunja Seneb, et puis on dit au top à tous, et puis on aime toujours féliciter nos invités. Donc Manuel déjà bienvenue, Achatout aussi bienvenue en priorité. Thibaut s'est pu à présenter, Thibaut Bou. Donc et puis Thomas, notre charmant jeune homme du moment. Donc voilà, on l'embrasse très fort et on lui envoie plein de force pour cette. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite démarrer avec Manuel. Donc, est-ce que Manuel, tu peux te présenter je l'ai dit Manuel, mais nom, prénom, comme ça sera beaucoup plus simple. Tu peux te présenter à nos abonnés qui ne te connaissent pas. Juste avant de démarrer, c'est juste une introduction. Donc, juste pour rappeler l'association que représente Manuel, c'est SOS Racisme. SOS Racisme, c'est une association française qui a été créée en 1984, qui a pour principal objectif donc, de lutter contre toutes les formes de discrimination. Ils ont un slogan qui est célèbre, qui s'appelle « Touche pas à mon pote ». Voilà, donc l'original, c'est « Touche pas à mon pote ». Et après, on sait que ça a été décliné sur une autre émission. Donc, elle a été principalement… Donc, l'objectif, c'était aussi de lutter contre la montée de l'extrême droite. Ça, on est dans les débuts des années 80. Il y a eu une montée de l'extrême droite en France et il y a aussi de cette montée, ça a découlé par des crimes en France. Donc, c'est là que SOS Racisme a été fondé. Donc, je rappelle, ça a été fondé par Harlem Désir et Julien Drey. À partir des années 90, SOS Racisme a été plus orienté sur la partie également juridique. Donc, elle a lutté contre toutes les formes de discrimination, que ce soit dans les boîtes de nuit, que ce soit à l'embauche, que ce soit pour… ne serait-ce que même pour l'immobilier, pour avoir un appartement. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir une république métissée, l'égalité pour tous, et aussi rejeter donc, les formes d'extrême droite, mais aussi toutes les conceptions du communautarisme. Voilà, ça, j'ai résumé en gros l'association SOS Racisme, et Manuel va pouvoir nous en dire un peu plus. Donc juste pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter? Comment ça se fait que tu es adhérent de cette association? Qu'est-ce que tu fais pour l'association? Voilà, pour nous expliquer un peu plus sur cette association pour les abonnés qui nous écoutent. Merci. Bonjour et merci de m'avoir invité. Donc, moi, je m'appelle Manuel Varela, je suis d'origine Cap-Vert. Je suis arrivé en France dans les années 80-83. Et depuis SOS Racisme, j'ai connu à travers ces mouvements depuis la marche des beurs, au fait, dans les années 83-84. Ensuite, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu rentrer à l'association SOS Racisme? C'est-à-dire qu'à la base, moi, je suis un militant, naturellement, je milite contre le racisme et les discriminations. Et dans mon travail, en fait, j'ai eu des soucis dans le cadre syndical, en fait. Et en 2012, j'ai dû sortir du travail par rapport à mes actions syndicales. Et du coup, j'avais plus d'activité. Et je me suis j'ai adhéré dans pas mal de mouvements. Par exemple, la Ligue des droits de l'homme, tout ça, ce sont des associations auxquelles je militais.
Et j'ai pu, à travers des collègues ici localement dans l'Oise, discuter avec des gens. En fait, j'ai trouvé une voie dans l'association SOS Racisme pour rebondir au fait dans la lutte contre les discriminations. En gros, c'est que localement, bah, on milite parce qu'il y a, en fait, comme vous savez, l'association a ce thème fort de combattre le racisme et au niveau politique, essentiellement, on combat les idées du Front National, en fait, en gros. Et nous, en fait, il y a Dominique Sopo qui préside le national, mais tous les 3 mois, on se réunit pour décortiquer l'actualité. Et localement, bah, on a ces problèmes des élections qui arrivent et à chaque fois, bah, le Front National monte et nous avons des idées de faire, à la base c'était barrage, maintenant je sais qu'ici maintenant on a un député qui est du Front National, il y en a 3 dans l'Oise, par exemple, dans l'agglomération on en a un autre, bon voilà quoi en gros. Je sais que le mouvement panafricain, ouais, c'était pas pour il y a souvent l'association SOS Racisme est assez mal comprise de ses actions parce qu'on considère qu'il doit faire plus. Mais voilà, moi je suis dedans et j'aimerais au fait que nous travaillons à chacun à sa façon pour pouvoir évoluer. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais il y a des choses à faire. Mais je voulais juste, avant qu'on rentre plus sur SOS Racisme, donc en t'entendant, j'ai l'impression que tu as aussi cette âme, tu as dit que tu étais dans les syndicats, donc tu as cette âme un peu de défense. Un peu. Il y a une connivence pour toi pour aller dans ce type d'association syndicaliste, SOS Racisme, au fond de toi, qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment d'aller dans cette association, en fait, dans ce type de démarche? C'est le thème lutte contre les discriminations. Ok, parce que tu t'es senti discriminé alors. Voilà, en gros c'est ça, c'est l'idée principale qui me fait rentrer dans l'association SOS Racisme, c'est que j'ai trouvé un thème assez fort, c'est qu'on parle de lutte contre les discriminations et là-dedans, bon, c'est vrai que souvent, bah, nos approches sont diverses et variées, mais le thème central est quand même donne l'idée et l'envie d'y être. Maintenant. Ok. Alors, je vais laisser maintenant les panélistes débattre avec toi. Je vais donner la parole à Hachensout en première. Donc, Hachensout, pense à mettre ton micro, s'il te plaît. Et voilà, ça va être des questions. On va te laisser ensuite, bien sûr, le plaisir de répondre, Manuel. Et ensuite, de temps en temps, je reprendrai la parole. Hachensout, tu commences et ensuite, je vais laisser la parole. Oh là, tu me donnes la primeur donc, de commencer donc, à poser une question assez concise. Hein, je ne vais pas m'étaler. Je voudrais juste poser la première question. La persistance donc, du racisme dans les sociétés, on va dire, et encore une fois, dans les sociétés occidentales et anglo-saxonnes. Globalement, alors en Russie, on n'en sait pas trop, on n'en sait trop rien. Sur quoi se fonde une lutte, hein, comme tu l'as exposé tout à l'heure pour toi en tant que singularité dans ta démarche, dès lors qu'il est admis de pas mal de gens donc, et de scientifiques, d'intellectuels, et récusent aujourd'hui le terme de race. C'est la question. Chantal, elle a monté très haut le truc. La question, c'est que au niveau de. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. En fait, aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de race, plus ou moins, puisqu'ils ont parti de la base où normalement, nous sommes tous des êtres humains et que la base est unitaire. Mais le travail, c'est dans l'éducation et puis on approche chacun de façon diverse et variée. Je pense qu'il faut, au niveau d'association, au niveau des structures, il faut être présent. Mon objectif à moi, c'est d'être présent. Là où on a les idées centrales de combattre. Et c'est vrai que les difficultés sont diverses. Et bon, mais on trouve, je pense, des oreilles attentives qui écoutent. Peut-être on n'avance pas de la même façon.
puisque dans le lot, chacun tire un peu son intérêt. Mais on avance de façon progressive, je pense. Et tout ne viendra pas d'un coup, mais être présent et ouvrir le débat et échanger avec ceux qui prennent des décisions. Et voilà, il faut être présent. Je pense que c'est dans ça. Mais c'est vrai que la question de Chantal est assez poussée pour moi. Voilà, la question de la chaîne toute. Ouais. Alors, je vais donner la parole à Thibaut Obou. Qu'est-ce qu'il en pense? Il peut rebondir ou voilà, échanger avec toi. Oui, je remercie Manuel Varela de Brito d'être avec nous ce soir pour notre échange et pour qu'on voit aussi d'autres aspects de ces activités. Je pense que ce que Adieso a parlé par rapport au fait que aujourd'hui on pense que la race n'existe pas, ce qu'il faut retenir, je pense que c'est ceux qui ont hiérarchisé les races avec leurs scientifiques comme Gobineau, par exemple, qui aujourd'hui nous disent que ça n'existe pas. Nous, on a toujours su que l'humain, il était un, il n'y en avait pas plusieurs, et pendant longtemps, on nous a fait comprendre qu'il y en avait plusieurs, et aujourd'hui, c'est les mêmes qui viennent nous dire que, maintenant, ils reviennent à la case départ. Nous, on reste à notre place, et puis on avance. Mais ce qui est sûr, c'est que l'humain dont on parle, c'est d'abord l'humain noir africain qui est sur les 5 continents et qui est le propriétaire de ces 5 continents, c'est ce qu'il faut retenir. Mais moi, ma question que j'aimerais poser à M. de Brito, c'est par rapport à la spécificité qu'il y a sur Creil. C'est que SOS Racisme sur Creil a sa spécificité. Et deuxièmement, il est aussi engagé sur le Cap-Vert, sur les associations capverdiennes. S'il peut nous en parler un peu de ces engagements divers. Merci beaucoup. Merci Thibaut. Bon, sur Creil, c'est vrai que l'association SOS Racisme a une grande histoire en fait, parce que ça datait des années 84. Il y a eu le collège Alves où les filles voilées posaient problème avec qui allaient dans les collèges en fait voilés. Il y avait cette histoire de voile qui a tout de suite, il y avait une antenne SOS Racisme, mais après il y a eu une division. Ça fait qu'ils se sont coupés du national et ils ont monté l'association. Après, il y a l'association SOS Racisme qui milite un peu du côté de MRAP. Il y a aussi l'association SOS Racisme qui milite pour le national, qui est une autre branche. Et les politiques se sont mêlés. Et puis, de 84 jusqu'à dans les années 96, tout ça, il y a eu pas mal de mouvements en fait qui se sont enclenchés dans l'association. Et justement, quand j'ai pris la présidence au niveau du cercle de Creil, en fait, dans 2014, il y a eu une volonté de vouloir les unir, en fait, faire un inventaire en fait des anciens, et puis ils n'ont pas été tous, ils n'ont pas reçu ils m'ont pas tout de suite bien accueilli en fait. Ils m'ont dit écoutez, cette association militait dedans, maintenant tu viens, on ne te donnera pas de coup de main puisque nous militons dans d'autres associations, fais par rapport à ce que tu comptes faire. Et voilà, donc, du coup depuis 2014 à aujourd'hui, j'essaye de faire des choses, mais c'est difficile parce que les politiques ont des tendances diverses et variées. Et voilà, tu connais, on a quelques difficultés, mais on voudrait lancer des thèmes d'actualité, en fait, qui va dans le sens des mouvements actuels. C'est-à-dire qu'on a pris un projet de travailler sur la culture entre l'Afrique et l'Europe, voire le monde. Et ça travaille aussi, on essaie de travailler, mettre un thème sur le discours, axé sur le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, où il avait dit qu'il voulait tisser des nouvelles relations avec l'Afrique, où il mettait les œuvres au centre du débat pour échanger, et notamment s'adresser à la jeunesse. Et c'est ça qu'on essaye, au fait, de mettre en exergue. Ok.
Je laisse la parole à Aton et ensuite je vais essayer de te poser des Ouais, questions. moi, Vas-y, Aton, si tu je veux. vais, moi, je vais essayer de faire court. C'est vrai qu'SOS Racisme, ça date du 15 octobre 1984. Ça a été fondé par. On a le droit de dire juif dans nos podcasts ou pas? Non? On peut Voilà, ou mais pas? par contre, ouais, prends des pincettes parce que là, je te Ouais, je sens. prends des pincettes Ouais, là-dessus. non, mais Va pas oh dans là des. là. Ok. Non, mais en Entre, plus, convoquer la religiosité dans un débat qui pose non, la non, mais question de enfin, la je sais pas, citoyenneté, ouais, puisqu'on sait ouais. jamais, puisque maintenant ça peut être même interdit. Mais il faut savoir que ses créateurs, c'est qui? C'est Harlem Désir, c'est Julien Drey, c'est Bernard-Henri Lévy. Donc on est toujours dans la même coupole, hein. C'est toujours à peu près les mêmes personnes. Et donc pour dire ça, c'est vrai qu'en 84, ben faut s'y replonger, quoi. C'est vrai que c'est difficile de pas avoir le bon temps et d'être ici en France. Faut savoir que la France, à la base, c'est quand même elle qui crée le racisme, hein. C'est elle qui crée ce mot-là, puisque l'objectif de la création du racisme, c'est quand même de conquérir les colonies en Afrique. C'est l'objectif, hein. Faut pas se le cacher. Il n'y a pas d'autre objectif, c'est de conquérir l'Afrique. Et toute l'Afrique et tout ce qui concerne avec des idéologies derrière, qui ont été fondées, comme on l'a vu, comme l'a dit Thibault, par des gobineaux, des vachers de la poule, des gens très très orientés qui créaient des sortes de zoos humains pour mettre le noir dans le jardin de l'acclimatation, hein, tout simplement. C'est à côté, hein, c'est pas loin de Paris. Et tout ça pour en revenir à aujourd'hui, pour dire que SOS Racisme, on veut bien savoir que l'utilité qu'on peut ici avoir dans ce pays, puisque c'est l'objectif, c'est nous, hein, on va pas se le cacher, c'est tout ce qui apparaît pas normal dans cette société, en tout cas qui n'est pas caucasien. Et est-ce que aujourd'hui, comment vous pouvez venir en aide aux non-caucasiens, c'est-à-dire tout ce qui est pas caucasien, quoi. Comment ça se passe, les procédures pour aider ces gens-là? Quelle est la population qui vient vous voir? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des personnes plus âgées? Ou est-ce que ce sont des personnes qui veulent s'intégrer encore dans la société française? C'est qui le type de population? Ok, Manuel. C'est question, c'est très. En fait, au niveau de l'association SOS Racisme, on fonctionne par secteur et c'est divisé en plusieurs zones. Il y a souvent ceux qui ont des problèmes qui nous dépassent. En fait, on les oriente vers la maison de la justice ou bien le défenseur des droits. Nous, localement, on travaille comme ça. C'est-à-dire qu'on s'occupe pas, on n'a pas les moyens d'assister directement à la justice. Par contre, on peut orienter vers comme j'ai dit, la maison de la justice et des droits et le défenseur des droits. Et au niveau national, il y a tous les mardis, il y a un service juridique qui prend les appels, qui prend les remontées des informations, des choses qu'on a sur le terrain. Et voilà. Mais c'est vrai que dans le mouvement, on se rend compte au fait que nos moyens sont limités puisque prouver les discriminations, c'est très, très. C'est un dossier très complexe, très difficile à monter, au fait. À l'époque, il y a souvent des non-lieux, alors qu'on constate qu'il y a vraiment une discrimination, mais voilà, c'est que. Voilà. À l'époque, ils avaient fait beaucoup de testing SOS Racisme. Les méthodes, je pense, c'était peut-être de. Je sais pas comment ils faisaient leur testing, mais c'était sur les boîtes de nuit, sur les recrutements, etc. Faudrait peut-être que tu nous expliques comment ils faisaient. Mais moi, ce que je voulais aussi savoir, c'est concrètement les actions des SOS Racisme. Parce que comme tu l'as dit, c'est assez limité en termes de moyens. Mais si on va voir SOS Racisme, en quoi elle peut nous aider? Quelles vont être les actions que va mettre en place SOS Racisme quand une personne vient dans cette association pour une plainte, en fait, pour un problème? Ouais, pour le testing, c'est
thème qui est fort au niveau des SOS Racisme. C'est un projet, au fait, qui a été validé au niveau de la justice, au fait. Quand c'est monté, le testing, et qu'il est bien, au fait, c'est un outil qui arrive devant la justice, et quand ça arrive avec un testing qui a été réalisé, en général, ça fait presque preuve de foi de loi. En gros, les juges en général prennent en considération quand un testing a été réalisé qu'il est prouvé qu'il y a discrimination. Donc ça, c'est un travail que l'association fait. Maintenant, je ne vous cache pas que souvent, on a des dossiers au fait qui arrivent au niveau des tribunaux. C'est même quand il y a condamnation, c'est plutôt symbolique, et c'est ça qui reste beaucoup à faire en fait, parce que ceux qui sont vraiment quand il y a des cas qui sont avérés et puis que le préjudice est énorme et qu'on se retrouve avec juste une reconnaissance et des condamnations symboliques, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là, ça c'est vrai. On peut dire qu'il y a moins de racisme en France ou plus de racisme? Moi, j'ai les statistiques de 2019 et de 2022 là sous les yeux, où il y a la question, c'était il y a trop d'immigrés aujourd'hui en France. C'était ça, la question classique qui était posée. En 2019, il y avait 51,9% des Français qui se disaient « Oui, il y a trop d'immigrés, tout simplement, dans mon pays. Moi, Français caucasien, il y a trop d'immigrés chez moi. » Et en 2022, la question a vraiment été reposée. Statistiques qui sont vraiment sénissées, donc qui sont relevables par tous. En 2022, c'est 48,8% des Français qui disaient « Ah, c'est en baisse, hein, bien sûr, c'est bien. » Et là, tant mieux, il y a la même question, y a-t-il trop d'immigrés aujourd'hui en France? Et là, ça avait baissé, quoi, avec 48,8%. Est-ce qu'aujourd'hui, on constate donc moins de racisme dans ce pays ou plus de racisme, d'après vous, vu par SOS Racisme? En fait, parce que dans le racisme, c'est vrai, nous, on combat les inégalités de traitement, les discriminations. C'est vrai que le racisme, à la limite, on ne peut plus. En fait, c'est un terrain que nous, enfin, c'est pas au niveau national, mais je pense que localement, nous, on a dépassé ça, en fait, parce qu'on se dit, on ne va pas obliger quelqu'un à nous aimer ou pas, mais on considère que quand il y a les droits, en fait, qui nous sont alloués à tous, c'est ça qu'on aimerait en bénéficier, et on exige en fait d'avoir les mêmes droits que les autres. Par contre, que les gens nous aiment ou qu'ils nous aiment pas ou qu'ils détestent, ça, ce sont des choses auxquelles, bien sûr, on aimerait que tout le monde soit tolérant ou accueillant avec tous, mais s'ils nous aiment pas, à la limite, ce n'est pas ce qui nous dérange. Ce qui nous dérange, c'est quand on se rend compte qu'on a les mêmes droits que les autres et on se retrouve privilégié de ces droits-là, puisque ceux qui sont au pouvoir ou bien ceux qui sont décideurs s'organisent pour nous priver de ça. Et c'est ça que, voilà. Et c'est vrai qu'au niveau du racisme, ceux qui sont en place depuis longtemps, ils considèrent qu'ils ont le privilège de dire nous sommes là, ceux qui arrivent, ce sont des étrangers. Alors qu'en gros, c'est ça, il y a ces problèmes-là d'intégration, en fait, parce que quand je suis arrivé, ils disaient qu'il fallait s'intégrer dans les années 80, et maintenant on dit non, il ne faut plus s'intégrer, l'intégration n'est plus d'actualité. Après, on parle d'intégration, on parle de, comment on appelle ça, on avait eu des parties sur ce thème-là, c'était l'intégration par assimilation ou intégration par aliénation, tout ça, ce sont des termes que ceux qui sont au pouvoir utilisent pour en profiter davantage. Voilà. Chensout, si tu as quelque chose à ajouter, et ensuite Thibaut. Oui, alors, bon, toujours en essayant d'être le plus court possible. Hein, donc, ma question, elle a trait donc à l'engagement idéologique, on va dire, hein, entre guillemets, je mets bien des guillemets parce que c'est vrai que tu as cité tout à l'heure d'autres institutionnels, notamment le défenseur des droits, qui peut effectivement porter donc les réclamations à un très haut niveau puisque c'est une personne indépendante, une personne morale indépendante. Il y a une chose qui justement mérite d'être reprécisée
aujourd'hui, SOS Racisme, en sachant pour quelles raisons il a été créé, hein, comme vient de le rappeler Aton, il y avait eu la marche donc des beurs dans les années 80. Est-ce qu'aujourd'hui, donc notamment en 2002, pour les élections législatives, vous aviez donc comme objectif, je reprends le terme, hein, nous irons voter pour qui porte nos idées. Est-ce que c'est affirmé être contre Zemmour de manière assez claire, d'accord? Puisque Zemmour, à cette époque, n'était pas que journaliste, il était aussi candidat. Est-ce que SOS Racisme est entré dans une logique du choix des droites? C'est-à-dire que lorsque je dis le choix des droites, la droite en tant que telle, hein, on va dire qu'effectivement, si le racisme est systémique, si je reprends le terme racisme, en tant que on peut le récuser, puisque c'est pas, ça a été forgé par les Occidentaux, De Gaulle, dans les années 60, avait une politique que l'on pourrait attribuer à l'extrême droite aujourd'hui. La guerre d'Algérie, par exemple, hein, le maintien des colonies. Et aujourd'hui, l'extrême droite porte un peu ces idées-là et on dit on est contre l'extrême droite. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, SOS Racisme est dans le choix d'une logique qui serait du choix des droites, en sachant qu'effectivement, Mitterrand a été de l'extrême droite. Bon, c'est vrai que moi, au fait, dans la campagne pour les législatives, comme le thème principal, c'est de faire barrage à l'élection des candidats du Front National, nous avons débattu nous avons mis en place un outil de communication pour battre les candidats du Front National. Mais comme nous ne sommes pas des candidats nous-mêmes, donc nous laissons les débats dans un premier tour que ça joue entre ceux qui sont candidats. Mais au deuxième tour, on a compris que finalement, les candidats, parce qu'en gros, au niveau national, ils préfèrent que ce soit droite ou gauche. Même il y a aussi les candidats de Mélenchon, ils préfèrent, au niveau national, ils préfèrent que ça soit ça, sauf le Front National. Sauf qu'on a été confronté à cette réalité que dire, avant ils faisaient barrage, mais maintenant les barrages ont sauté, et puis voilà, donc en gros, on s'est retrouvé à faire une communication assez explicite pour battre les candidats du Front National. Le résultat est que, par exemple, dans la région où on est, il y a 7 députés dans les régions de l'Oise et le Front National en a élu 3. Malheureusement, voilà. Et il y a eu 2 de droite et un droite, quand on parle de droite, et un du candidat candidature de la présidence de la République, Emmanuel Macron. Donc, ça fait que la politique du national échoue face à la politique qu'il y a au niveau du Front National, ou maintenant ils appellent l'Assemblement national. Voilà. Ok, je vais laisser à Thibaut. Ouais. Ensuite, oui. juste peut-être pour Achiansou, idéologiquement, c'est vrai que le défenseur des droits, en fait, vous avez compris, dernièrement, il y avait au niveau politique et national, ils avaient confié le thème des discriminations aux défenseurs des droits, en fait. Alors qu'on avait des ministres qui étaient censés régulariser ces sujets-là. Et ils ont privilégié, au fait, au niveau politique, de donner la primeur aux
aux défenseurs des droits. On se trouve qu'aux défenseurs des droits, il y a le national qui prend les remontées au fait du terrain des régions. Et souvent, dans les défenses, enfin, dans le dossier, il est souvent aiguillé de façon, comment on appelle ça, quand on reçoit les gens des différentes régions, bah, il y a des affinités, au fait. Soit le dossier est mal orienté, et puis on se retrouve encore une fois, malgré que nous sommes dans le droit, et on se retrouve plus ou moins privé des droits, puisque les dossiers, quand ça part des différents points, ça peut arriver au national et que là-bas, c'est traité de façon dirigée. Voilà, ça reste quand même, c'est pour ça que le combat, il est permanent, et je pense qu'il faut qu'on soit organisé à être un peu partout et pour pouvoir évoluer. Je laisse la parole à Thibaut. Ouais. Oui, donc je pense que sur le volet racisme institutionnel, bon, ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes quand même dans les sociétés ou dans les pays où l'institution a été un peu créée et fondée, dirigée un peu contre les Africains, pour ne pas dire contre les Noirs. Par exemple, on est au XIVe siècle, on a Louis XV qui organise une police des Noirs en 1777, une police des Noirs, juste pour chasser, traquer des Noirs. Et en 1933, tout récemment, c'était aussi pareil. Et les lois contre l'immigration, c'est la même chose. C'est-à-dire que on fait passer l'information comme une attaque aux personnes de l'extérieur qui viendraient en France et qui éventuellement troublerait l'ordre public, comme on a le cas un peu en Tunisie, comme le président Saïd vient de le dire, en ignorant complètement que nous sommes d'abord dans les pays africains. C'est-à-dire, quand je dis des pays africains, pendant longtemps, toute la population française et européenne était à 100% noire. Et donc, pour pouvoir être aujourd'hui majoritaire tels qu'ils sont et mettre en place des lois majoritaires pour faire en sorte que ceux qui étaient les majorités d'avant, c'est-à-dire les Noirs, ne puissent pas émerger. C'est vraiment de ça qu'on parle dans toutes les institutions. Le problème de fond, il est celui-ci. Donc, quand on parle de la France, de l'Europe ou de la Tunisie, ils font des efforts pour faire en sorte que le noir dans ces pays-là soit mis à l'écart. Donc, les associations qui se forment pour essayer de lutter un peu comme contre la discrimination, faire en sorte qu'on en parle, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que... Voilà, c'est bon. Non, je disais, quels que soient les partis, que ce soit Front National, Parti de gauche, enfin tous les partis, en fait, ils sont unanimes pour faire des choix bien triés, pour qu'il y ait un noir dans leur camp. De temps en temps, on le montre un peu devant la scène. Quand il nous plaît, bon, on le fait jouer les guignols, comme l'africaine qu'ils utilisent au sein de l'Assemblée nationale. Bon, c'est pas mal. Elle évoque des faits réels, mais bon, la forme n'est pas tellement aussi ça. Donc, le problème, il est d'ordre général. C'est-à-dire que chacun doit faire un effort pour que cette histoire de l'Africain dans ces pays puisse être réellement réglée au niveau national et individuel. Donc, j'ai pas vraiment de questions. Je pense que ils se battent, ils luttent comme ils peuvent, mais je pense que c'est plusieurs branches. Et chacun doit saisir une branche pour que nous soyons là, puisque nous sommes vraiment là partout. Donc, si on ne doit pas privilégier une branche particulière, c'est-à-dire que c'est, on va dire, c'est une couleur comme une autre. Donc, ok, alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Thibaut, et aussi ce qu'a dit Manuel au début, quand il parlait de la race humaine. Est-ce que, parce que j'ai vu sur la description de SOS Racisme, qu'ils allaient à l'encontre du communautarisme. Est-ce que donc vous voulez en fait une société plus, donc SOS Racisme veut un gouvernement qui est métissé. Donc en gros, c'est le message, c'est l'assimilation, c'est-à-dire que on ne regarde pas les spécificités des personnes, toutes les personnes sont humaines, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce message est assez, c'est peut-être un mot fort que je vais dire, mais naïf, si on ne veut pas regarder les différences de chacun,
Alors que peut-être si on regarde les différences de chacun, c'est peut-être là la force, que voir qu'on est chacun différent et que peut-être s'il y a des communautés, c'est les communautés sont. Des fois, il n'y a pas que du négatif dans la communauté, des fois, ça crée du positif. Moi, je voudrais ton avis sur ça, Manuel, sur cet aspect un peu, comme tu as dit, qu'on était avant tout des êtres humains et qu'il n'y avait pas cet aspect communautaire. Qu'est-ce que réellement tu en penses de cet aspect? On va faire un dernier tour de table et après, on va s'arrêter là. Oui, c'est que la devise au fait de la France permet que dans le discours, au fait, quand on regarde le discours et la devise, fait que normalement l'association SOS Racisme n'avait pas lieu d'y être. En fait, quand on dit liberté, égalité, fraternité, et ils disent que la République, elle est une et indivisible, elle reconnaît tous les hommes sont égaux en droit, tout ça. En fait, on se disait qu'il n'y avait pas lieu d'avoir une association SOS Racisme. C'est pour ça que, en fait, le langage, le discours est assez biaisé, en fait, parce qu'en réalité, il y a discrimination, il y a le racisme, alors que la République, normalement, ne reconnaît pas de différence, en fait, des personnes. C'est ça qui fait que au niveau de l'association, en fait, on vient pallier la défaillance de la République, en fait. C'est ça. Ok, dernier tour de table et après on va passer sur une autre actualité, faire un petit aparté sur Macron en Afrique. Mais faisons un dernier tour de table avec notre invité. Aton, tu vas démarrer vu que tu avais pris la parole. Aton et ensuite Hachem-Sout et on va finir avec Thibaut. Ah, il va se mettre tout de suite. Voilà. Selon un rapport publié par le CNCDH du 1er avril 2014, 35% des Français se disent racistes. Après, ils sont chez eux. Pourquoi et en quoi et je suis toujours surpris par par les propos de SOS Racisme, mais est-ce que le combat n'est pas perdu d'avance? C'est parce qu'il voilà. Voilà, c'est une question courte que je vais vous poser. Je ne sais pas si on a bien entendu. Je peux la répéter. Oui. Si tu disais que vous pensez que le combat est perdu d'avance parce que le pourcentage des Français qui se disent racistes ouvertement a augmenté, c'est ça? Exactement, tout à fait. Je ne pense pas que le combat est perdu puisque de toute façon la lutte doit continuer. C'est un combat en fait, on le mène de façon ponctuelle, individuelle. On aimerait que ça soit collectif, mais on l'emmène de façon individuelle et le collectif, on espoir que ça s'améliore. Si les gens ouvertement ils se déclarent racistes, c'est simplement que au fait il n'y a pas de loi qui les condamne. Parce que quand on dit être raciste c'est interdit, normalement il devrait aller en prison. Et les peines devaient être plus lourdes pour ceux qui sont condamnés. Mais malheureusement, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. C'est parce que on a des actes de discrimination, on a des actes de violence des racistes et qui ne sont jamais condamnés à la hauteur du crime qu'ils commettent. C'est pour ça qu'ils disent, voilà. Et en plus, l'idée de dire que les gens du Front National sont des racistes, c'est qu'ils ils doivent être combattus. Maintenant, c'est légalisé puisque au niveau national, ils ont 89 ou presque 90 députés. Et si on regarde bien, même au niveau de l'Europe, les députés européens de la France, au niveau de l'Europe, sont pratiquement majorité, je crois, au niveau du parti de
Mme Le Pen, ils sont en majorité au niveau de l'Europe. Et ça fait 2 fois qu'on fait les élections et au niveau parti, ils sont bien implantés. Et quand on voit que l'Europe a une emprise sur le continent africain à travers des décisions économiques, tout ça, je ne pense pas que le combat est perdu, mais le combat doit être amplifié. Peut-être réfléchir de façon plus mature, parce que nous connaissons maintenant, il y a le nombre de gens qui ont des connaissances assez poussées pour lutter. Toi, avant que Hachem prenne la parole et Thibaut, toi concrètement, ton rôle dans SOS Racisme, c'est quoi? Moi, je préside la section CREI, donc l'agglomération créoise. Donc, je monte je discute avec les élus comment on appelle ça? On a un volet de lutte contre les discriminations ça parle de contrat de ville, en fait. Et au niveau de l'association SOS Racisme, j'ai mis des projets pour que les populations localement pallient au fait à ceux qui sont discriminés au niveau local, parce que c'est un problème économique. On comprend bien que ceux qui arrivent sont privés des droits de façon économique et ils viennent parce que économiquement, ils sont déjà privés à la base, c'est pour ça qu'ils sont là. Et puis quand ils arrivent ici, il y a ceux qui sont en place qui les privent, en fait, voilà, politiquement. Donc, on a monté des projets, on a on appelle ça contrat de ville qui va de 2026, de 2020 au 2026. Et on monte périodiquement des projets. On a les thèmes forts, les idées. On a la journée le 21 mars, qui est la journée internationale de lutte contre la discrimination. C'est un sujet qui est assez fort. On a aussi le thème, on essaye de valoriser la culture aussi africaine, de donner des thèmes qui ne sont pas d'actualité ou bien qui étaient connus au niveau de l'Afrique, mais pas ici. Par exemple, la journée internationale de la femme africaine, qui est le 31 juillet, ce sont des thèmes nouveaux qu'on essaye de mettre sur l'actualité pour essayer d'évoluer au niveau de la culture et donner... Voilà, mais bon, on a beaucoup de travail et on a des idées, mais bon, là, il faudra qu'on ait du monde pour pouvoir fédérer tout ça. Mais, et Thibaut, pour terminer. Hachentou, je te laisse remettre ton micro, s'il te plaît. Oui, c'est juste une interrogation. Hein. Tout à l'heure, on a parlé donc du logo Touche pas à mon pote, en sachant que l'origine, effectivement, de ce logo, en quelque sorte, qui est vraiment l'identité, l'ADN donc de cette association SOS Racisme, a été soi-disant créé par Didier François, qui a été kidnappé. C'est un grand reporter de guerre. Il a été kidnappé au Mali, donc dans les années 2000, etc. Bon, bref. Ceci dit, je voudrais juste, c'est pas anodin que je pose ça, parce que c'est quand même une période assez turbulente que l'on vit actuellement. Et SOS Racisme a pour vocation donc de défendre notamment les personnes discriminées qui sont en grande majorité issues donc des pays du continent. Je voudrais juste poser la question. On a parlé la dernière fois des tirailleurs sénégalais. Aujourd'hui, donc nous sommes le 5 mars. Il y a eu une grande marche donc qui a été organisée par SOS Racisme, qui s'est tenue donc à la République en faveur donc du conflit que l'on sait, qui oppose actuellement donc dans le nord donc du monde deux pays, et notamment deux pays, et pas uniquement deux pays. Vous savez desquels je parle, hein, les pays européens contre un pays, ou un pays contre le reste du monde. Je voudrais mettre le pendant. Pourquoi faire le choix donc justement de demander à ce que les personnes issues de l'immigration qui sont discriminées, qui ont effectivement pas mal de problèmes, aillent manifester en faveur de la guerre pour l'Ukraine, et non pas le contraire, à l'image donc de ce qu'a fait Albert Einstein à son temps, lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui a publié une lettre en direction de Sigmund Freud. Pourquoi la guerre?
Et il interrogeait justement l'impuissance des contre-feux pour pouvoir juguler cette pulsion de mort qui est d'aller combattre et de dominer l'autre par des faits de guerre. Pourquoi ce choix-là? Comment se fait-il que SOS Racisme, voilà, appelle à manifester et non pas pour la guerre et non pas contre la guerre et pour la paix? C'est assez complexe pour moi de répondre parce qu'au niveau national, en fait, on a eu des discussions avec, je vous ai dit qu'on se réunissait tous les 3 mois et tous les 3 mois, on décortique l'actualité. Le thème, enfin, l'année dernière, quand l'idée est venue le sujet est venu de la guerre en Ukraine, évidemment, nous avons une position qui n'est pas unitaire au niveau national, en fait, puisque nous avons une historique avec le peuple de l'URSS. Surtout, nous sommes des pays colonisés où on a eu l'indépendance à travers les luttes de libération. Et quand on s'attaque à la Russie de façon frontale, notre position, elle n'est pas... Elle ne peut pas être contre le peuple de la Russie, en fait, puisque ce sont eux qui nous ont, c'est la Russie qui nous a aidés avec matériellement pour se libérer. Donc c'est vrai que quand il y a eu des discussions au niveau national, j'ai eu notre position au niveau de CREI a été assez claire au niveau national pour dire que voilà, nous ne sommes pas pour soutenir quoi que ce soit, nous militons pour la paix. Et nous ne pouvons pas prendre position contre le peuple de la Russie. Donc ça c'est. Mais notre voix n'était pas majoritaire au niveau national. Mais voilà, ce sont des choses qui nous est imposées. Mais bon, nous ne manifestons pas de façon. Nous avons quand même, localement, nous avons notre liberté aussi de penser, voilà, et nous essayons de le faire de façon intelligente et voilà, quoi. Ok, Thibaut, pour terminer. Oui, donc sur le fait communautaire et sur le fait que les Français se disent aussi à 35% racistes, moi je pense que sur le fait communautaire, il n'y a qu'une seule communauté qui pose visiblement des difficultés au niveau national, c'est la communauté africaine. Hein, parce que vous avez vu, depuis, je vais même dire depuis Scipion ou depuis la Rome antique jusqu'à la Grèce et la France, c'est le remplacement de ces Africains qui a posé le problème des communautés. Ce qui fait, par exemple, pour revenir à la Martinique et à la Guyane, l'école panafricaine a été fermée tout simplement parce que on considère depuis l'esclavage que le noir ne doit pas être instruit, ne doit pas avoir ses propres écoles, alors qu'on sait bien pertinemment qu'il y a des écoles musulmanes, il y a des écoles juives, il y a des écoles catholiques, il y a toutes sortes d'écoles, parce que nous sommes en laïcité et nous sommes en liberté. Et il se trouve que la liberté n'est pas respectée. Donc, il nous appartient, nous, en fait, de ne pas trop tenir compte des sondages, des 35% des Français qui se disent ouvertement racistes, c'est-à-dire qu'ils vont ouvertement contre leur propre loi et ils se disent peut-être autochtones. Donc, c'est à nous de mettre les choses en place. C'est-à-dire que c'est à nous d'apporter la vérité historique en disant que les étrangers, c'est les blancs les étrangers. Et c'est une réalité historique parce que quand nous disons ils sont chez eux, non, c'est renforcer, on va dire, une bêtise et renforcer, on va dire, des meurtres. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas réellement chez lui, qui a tout blanchi, toute l'histoire a été blanchie, toutes les personnes ont été blanchies, les institutions ont été blanchies, les bâtiments ont été blanchis, les codes ont été blanchis. On ne peut pas dire qu'ils sont chez eux. À un moment, il faut que l'histoire et la science prennent le devant sur l'usurpation. Ça, c'est le côté 1. Maintenant, pour revenir sur le côté, on va dire, le choix qu'a fait SOS Racisme national.
de pouvoir soutenir l'Ukraine, il faut mettre ça aussi dans le système, on va dire, dans le système financier. Le système financier, d'abord le système financier de financement des associations et aussi un système, on va dire, un système d'aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faisant partie du choix national, le choix national étant le choix de Macron d'aller contre la Russie, sachant pertinemment que c'est la Russie qui a libéré la France sur leurs 2 guerres, en libérant, on va dire, c'est les Russes qui ont été les premiers à mettre le pied dans le bunker de Hitler. Donc, il y a même des rues, Stalingrad, enfin les avenues Stalingrad, tout ça, ça n'a pas été fait par un effet de hasard. Donc, pour dire simplement que deux fois, on est dans un système où il y a du suivisme parce que financièrement, quelque part, il faut que ces associations vivent. Donc, les gens y suivent. Mais leur propre intérêt n'est pas de faire la guerre parce que aujourd'hui, les prix ont augmenté. Les prix n'ont pas augmenté simplement parce qu'il y a l'inflation. Les prix ont augmenté parce que de l'autre côté, la Russie n'avance plus ses productions vers la France. Et le gazoduc russe a été aussi explosé. Donc, du coup, les gens vont contre leurs propres intérêts. Donc, de façon logique, effectivement, je termine juste, de façon logique, SOS Racisme National ne devrait pas, logiquement, soutenir la guerre. Voilà. Vas-y, Manuel, on te laisse répondre. Oui. Non, il n'y a pas de question. Je n'ai pas posé de question. Ah, ok, bon. Je fais une résumé. Je n'ai pas posé de question. Ah, zut. Je disais que je n'ai pas posé des questions, j'ai juste fait une analyse d'ordre général sur tout ce qu'on avait dit un peu, l'effet communautaire, l'effet des gens qui se disent ouvertement racistes, et puis l'effet aussi du choix national de ce racisme, sachant pertinemment que des Noirs ont été ostracisés en Pologne, un peu partout quand la guerre a commencé. Donc logiquement, ça va pas, voilà. Ok, en tout cas, merci à toi. On a fait déjà 55 minutes de podcast, c'est assez long. Il y a Hachensouk qui voulait parler, mais vraiment très brièvement. On fera un autre podcast sur ça, on va consacrer le prochain podcast sur ça, sur Macron en Afrique. Tu voulais dire une petite aparté, peut-être une mise en bouche pour le prochain podcast, Hachensouk? Oui, moi, ce que ça serait intéressant de resituer donc la déclaration de Macron, puisque le resituer, non pas en décalé, puisque c'est ce qu'il a envie. Il a envie de se téléporter hors donc d'une sorte de lignage qui est le sien. Allô? Excuse-moi de te couper. Juste, est-ce que tu peux remettre le contexte? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont voir le podcast dans 3 mois, 4 mois. Est-ce que tu peux expliquer la situation? Donc là, Macron, qu'est-ce qu'il fait? Oui, Thibaut, peut-être tu vas préciser, mais voilà, donc tout le staff Oui, donc en ce moment, Macron est en Afrique parce que depuis pratiquement maintenant 1 an ou 6 mois, certains pays africains ont demandé à la France de quitter leur territoire, notamment la Centrafrique. Là, récemment, le Burkina Faso et le Mali, les soldats français sont partis. Donc, Macron a estimé qu'il y a une crise anti-française en Afrique. Donc, il faut repartir en Afrique pour, entre guillemets, redorer un peu les blasons de ceux qui sont encore dans leur camp. Donc, il est parti un peu faire ce qu'on appelle la tournée des popotes. Donc, c'est un peu ça. Voilà le contexte. Voilà, oui. Ah bien, donc, Hachensouk, vas-y, fais-les. Oui, alors donc pour le prochain podcast, on va le faire donc tranquillement et certainement que Macron, donc le président, reviendrait donc assez vite donc sur le territoire français, en sachant qu'il y a pas mal de problèmes qui l'attendent, notamment sur les problèmes de la retraite. À savoir que aussi il pose son voyage donc sur le continent, des pays donc du continent, en vue de la préparation du grand sommet qui aura lieu donc au mois de juin, avec un certain nombre donc de dignitaires des pays donc qu'il aura visité. Et ça, c'est un peu le pendant de ce que va organiser la Russie, qui est la rencontre russe pays-Afrique. Donc, ça va être un peu concomitant. Donc, Macron se donne pour objectif de réussir son voyage là actuellement, puisque là, il a terminé, de réussir ses reprises de contact, comme vient de le dire Thibaut, après une série donc de désamour, entre guillemets, je dis bien de désamour, puisque c'est pris sur le versant affectif,
d'un certain nombre donc de populations à l'égard de la France, et il espère donc revenir en France avec des points forts pour organiser donc ce grand sommet qui aura lieu au mois de juin. Donc entre deux, on a avec l'équipe, on a des choses à dire. Voilà, donc on vous a teasé le prochain épisode, donc ça sera consacré à ça. En tout cas, merci beaucoup à toi, Manuel, d'avoir passé l'heure avec nous sur ce podcast. Tu nous as donné ton point de vue sur SOS Racisme, et on va laisser le soin de nos abonnés de laisser des commentaires. Pensez bien sûr à vous abonner à notre chaîne Goûter Panafricain, à partager les podcasts, à laisser des commentaires et à rester fidèle à notre émission. On lit les commentaires, on voit tout ça, donc merci à vous. Et merci encore à toi, Manuel, et merci l'équipe, et on se retrouve vraiment très très bientôt pour un prochain contenu. Merci à tout le monde. Merci. Manuel, merci Aton, merci Thibaut, bye bye.